Donc on va accueillir un autre docteur, Mathilde. La salle est à toi. Maintenant, j'ai mis la barre comme ça, puis à toi de satisfaire. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être ici. Je suis honorée. Je suis chanceuse de pouvoir partager aujourd'hui tout au long de la journée avec vous sur ces sujets de l'entrepreneuriat, sur ces sujets de la folie, peut-être aussi, sur ces sujets des dérives et des névroses que nous avons tous, psychose et névrose. Et j'ai la chance de pouvoir, depuis quelques mois maintenant, intégrer cette nouvelle promotion. Donc, je suis tous les lundis matins et tous les vendredis, ou presque, matin, avec Melchion pour pouvoir... Bien. Une question? Un besoin? Non. Et du coup, voilà, je vais pouvoir continuer à apprendre au sein de Melchion sur ces sujets de l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, sur la folie, moi, je vais vous dire déjà que pour faire un doctorat, il faut être un peu fou. Mais je pense que ma folie était déjà présente bien avant. J'ai monté ma première structure, ma première entreprise en 2003, en même temps que j'ai décidé de donner vie. Donc ça faisait déjà pas mal de choses. Et j'étais pas très très âgée à l'époque, donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre au monde une entreprise et mettre au monde un enfant dans la même année où j'ai accompagné des entreprises, des commerces dans leur démarche commerciale et démarche publicitaire, en proposant ce qui à l'époque ne se faisait pas énormément, l'envoi géocalisé et structuré en fonction des attentes, des besoins et des choix des personnes, donc plutôt musical, style vestimentaire, style de vie, des envois de SMS. Donc on envoyait des SMS aux personnes avec des offres commerciales, ce qui paraît pas très moderne aujourd'hui, parce que vous avez là en période de solde, je pense 40 SMS par jour d'entreprises diverses et variées qui vous proposent de venir. Eh bien nous on le faisait il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en province. Donc ça a été une très belle aventure, mais ça a été une aventure un peu folle. Et je vais continuer encore sur la folie, puisque la continuité de ma carrière, et vous allez le voir, ça va être le fil rouge de ma présentation. J'ai, par folie, démarré l'accompagnement comme un job d'étudiant. J'ai accompagné des dirigeants du CAC 40 en job étudiant, puisque j'ai fait des études de sciences du langage, de sémiotique et de dialectique, que je suis spécialisée en dialectique, et qu'on m'a proposé assez spontanément et naturellement d'aller accompagner des dirigeants pour des médias training ou pour des communications sensibles. Et comme j'étais encore dans mes études et je démarrais mon doctorat et que j'avais besoin un peu d'argent, j'ai dit faisons ça en job étudiant, ce qui est une première folie. Et puis la deuxième folie, ça a été effectivement l'univers de la recherche. Je vais essayer de ne pas être trop scientifique aujourd'hui et je vais essayer d'être le plus concrète et pragmatique possible. Mais effectivement, l'univers de la recherche, comme souvent les univers qui sont très codifiés, avec un esprit de corps qui est important, avec des règles et des codes. Et en tant qu'anthropologue, ces règles et ces codes implicites et explicites, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a forcément des dérives, et les dérives sont déjà de ne pas les respecter. Et d'être dans une approche en fait un petit peu hétérodoxe n'est pas toujours simple. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait une thèse de doctorat donc, en sciences de gestion, et pas en sciences humaines, pas en sciences sociales, et pourtant en anthropologie, sur une démarche anthropologique, donc vraiment au cœur de l'hétérodoxe. On va démarrer, si vous le voulez, juste après, parce que j'ai pas... Voilà, ça va aller bien mieux comme ça. Sur cet ouvrage, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche en décalé, mais enfin, pas en plein sur la... Bon. Ouais, je vais vous le raconter un peu après. Je vais démarrer avec cet ouvrage, qui est un peu l'ouvrage, si vous voulez, de référence, je trouve, pour échanger sur la dérive, les névroses, les mauvais comportements, / la folie dans l'organisation, qui est un ouvrage de Monsieur Sutton, que vous connaissez peut-être, qui est chercheur à Stanford, et qui a écrit Objectif zéro sale con. Ce que lui résume autour du principe de sale con, ce sont ceux qui sont parfois fous,
et qui sont totalement inadaptés à l'organisation, totalement inadaptés au travail en collectif, et qui, forcément, ont des comportements qui peuvent être gênants dans l'organisation et des dérives qui peuvent créer aussi, de temps en temps, des organisations malades. On a des organisations schizophrènes, on a des organisations dépressives, on a des organisations paranoïaque. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Il y a plein de dérives de comportements qui vont par contagion, et c'est bien là la problématique, par contagion mentale, qui vont contaminer l'ensemble de votre organisation. Et c'est assez surprenant, je vous donnerai quelques exemples concrets là-dessus, c'est assez surprenant à quel point, sur du long terme, les dérives comportementales d'une personne peuvent avoir encore des stigmates dans une organisation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur ? Il nous dit qu'en gros, ça dégrade l'environnement de travail, les salcons, de manière générale. Ça dégrade évidemment le bien-être, ça dégrade la culture, l'ambiance, mais ça dégrade aussi les résultats. Et c'est là où c'est assez étonnant, parce que souvent, les salcons, et vous en avez connu, vous en êtes peut-être, j'en suis peut-être une aussi, de temps en temps, les salcons peuvent être des gens qui sont très talentueux, qui ont une qualité reconnue pour X ou Y sur de la vente, ce sont d'excellents vendeurs ou c'est un excellent expert sur un sujet et on se dit on ne peut pas se passer de lui. Bon, c'est vrai, il est un peu compliqué, il est un peu difficile, c'est vrai avec les équipes, c'est tendu, mais il est clé dans notre organisation. Et on se dit qu'on aurait plus à le perdre qu'à le garder dans nos rangs. Et Sutton à travailler sur tout ce sujet-là et dans tout cet ouvrage, à la démonstration que non, ça vous coûte plus d'argent que ça vous en rapporte, les salcons. Assez étrangement. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail les dysfonctionnements, et je vous donne quelques exemples, je vous ai donné des exemples d'entreprises, paranoïaques, schizophrènes, dépressives, et puis il y a d'autres dérives, on aura l'occasion d'en parler si vous le voulez. Puis il y a des exemples très concrets sur des crises qui ont pu avoir lieu, notamment la crise de Uber en 2017. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes sur ce cas-là, notamment sur la notion de confiance. Parce que la folie, puisque la folie et les dérives et les névroses et les dérives comportementales, c'est à un moment donné ne plus être dans le cadre, ça vient créer, en fait, chez les collaborateurs, un sentiment de perte. Ça vient créer un sentiment, à un moment donné, de flou. Et ce qui est très intéressant chez Uber, c'est qu'effectivement, ça a créé un déficit. Il y a eu un baromètre qui a été mis en place pendant plusieurs années chez eux, à partir de ce moment-là et après. Ça a créé un déficit de confiance extrêmement important. Comment a-t-on confiance ? Pourquoi fait-on confiance ? On ne fait pas confiance aux fous, hein, a priori. La confiance, c'est trois aspects. La confiance, déjà, c'est l'authenticité. C'est la capacité qu'on va ressentir l'autre comme vrai, comme sincère. Et les fous, parfois, on ne les sent pas sincères. On ne les sent pas sincères parce qu'on sent qu'il y aurait presque une autre personne en eux, en quelque sorte. Le deuxième aspect, c'est l'empathie, pour créer de la confiance. Le fou est souvent centré sur lui, on l'a vu avec magnifiques exemples de tout à l'heure historiques, où on est dans sa folie, on est centré sur soi, on est centré sur ses problématiques, sur parfois son envie de puissance, de pouvoir. La confiance, c'est hyper important de l'intégrer aussi dans cette logique d'empathie, de cette capacité à être en échange avec l'autre, en écoute avec l'autre, en communication avec l'autre. Et la dernière règle que Uber notamment n'a pas pu, que cette société n'a pas pu mettre en place au moment où elle a eu tous ces débordements de pratiques et de comportements, c'est celle de la structure. De la structure, de la rigueur, de la logique. La logique et la structure, vous le voyez si vous partez en vacances avec des amis, celui qui n'est absolument pas structuré, absolument pas logique, vous vous dites le matin, on se retrouve dans une heure au marché, que vous, possiblement, vous pouvez ne pas avoir des nouvelles pendant la journée, ça ne va pas vous intéresser de partir en vacances avec lui. Ce que vous allez me dire, ça ne va pas être du repos, parce que vous n'aurez pas confiance. Donc structure, empathie et authenticité, ce sont déjà quelques informations que vous pouvez aller chercher dans vos équipes pour voir si la personne, elle est digne de confiance
Et si donc, du coup, elle ne serait pas folle? Dans les autres exemples, là, ce sont des exemples, que ce soit Volkswagen ou Terranos, qui sont un petit peu différents, puisqu'on est sur des questions de fraude. Donc là, on est sur des mauvais comportements, mais il a fallu forcément, pour que fraude existe, et pour qu'elle soit tenue sur du long terme, il a fallu forcément qu'il y ait des dérives comportementales dans l'organisation qui viennent le soutenir. Et là, elles sont de différentes natures. Je vais vous en lister là quelques-unes sur ces cas-là, mais même sur d'autres cas. Puis je vais vous donner des exemples aussi que moi j'ai pu vivre. L'intimidation, évidemment, fait partie d'un des exemples des dérives. Si tu dévoiles cet élément-là, tu n'auras pas ta promo. Si tu ne fais pas ça, tu n'avanceras pas sur ce projet-là correctement, ou moi je ne donnerai pas mon go si c'est un sponsor d'une orga. Tout ce qui va être autour de la condescendance et du mépris, ce qui peut arriver aussi de manière beaucoup plus sournoise. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt ambitieux, que c'est quelqu'un qui a plutôt envie de faire avancer l'organisation, mais qui en fait, la plupart du temps, est plutôt en fait dans une attitude dévalorisante. Et donc c'est malveillant. L'objectif n'est pas lui de se valoriser, l'objectif est de dévaloriser les autres. L'un ou l'autre de ces comportements, que ce soit une manipulation malveillante ou égocentrique, donc qui me rapporte à moi ou qui enlève à l'autre, arrive à peu près au même résultat. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'accompagner, même si c'était dans un contexte difficile, j'ai eu la chance d'accompagner un codir d'une grosse société pharmaceutique française, très française, dans le cadre d'un PSE de 600 postes, et dans une entreprise pharma avec un ancrage familial, un ancrage dans un terroir très, très intégré. Et j'ai accompagné ce codir, donc le PDG, pendant plusieurs mois, évidemment dans le cadre d'un PSE en sous-marin, donc dans des contextes qui ne sont pas forcément faciles pour pouvoir échanger, aller en profondeur avec les équipes. Et on a mis en place, un petit peu au dernier moment, quelques média training, donc des préparations aux interviews journalistiques. J'ai eu devant moi un homme qui était directeur d'une des branches, qui était arrivé depuis quelques mois, que moi j'avais très peu vu, puisque la mise en place n'était pas forcément évidente, et lui était arrivé depuis peu, d'une carrière brillante aux États-Unis. On a préparé notre entretien en imaginant que le PSE était annoncé et que la presse locale et nationale allait peut-être à un moment donné l'interviewer. Il était dans une attitude extrêmement méprisante, extrêmement condescendante, et mettant presque plus en avant sa personne que la prise en compte de la difficulté de devoir gérer un PSE de 600 postes dans une entreprise qui culturellement était très très éloignée de ça. Et j'ai fait le média training jusqu'au bout, et comme souvent ça arrive dans un média training, quand on joue le journaliste, on piège un petit peu, on est là pour ça. Et j'ai donc terminé par merci beaucoup pour notre échange. Juste une question avant que je vous libère. Sachez que c'est en règle générale la question qui est piège. Je lui ai dit, j'ai des bruits courts que possiblement, à la suite de ce plan de sauvegarde d'emploi, vous auriez peut-être une nouvelle mission avec une promotion pour prendre également la branche Y au-delà de la branche X. Et là, j'ai vu mon bonhomme se recaler dans son siège, avoir un sourire jusqu'aux oreilles, extrêmement fier, et me dire, écoutez, je ne sais pas, mais si monsieur Z, PDG, a une nouvelle mission à me confier, je serais absolument ravie. Et je me suis dit, waouh, on est à un mois de Noël, on est à 15 jours d'une annonce d'un PSE de 600 postes, dans une entreprise où parfois mari et femme travaillent, ce qui veut donc dire que le temps que ça se mette en place, Noël prochain, ils ne savent pas, les gens, s'ils vont pouvoir acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants, s'ils ont un job. Et là, j'ai quelqu'un, alors que c'est totalement faux, je ne suis ni journaliste, qu'il n'y a pas de promotion, qu'on est en train de faire une mise en situation, la personne révèle son visage, qui est un visage finalement assez inhumain, d'une personne qui pense plus à elle, donc dans des dérives comportementales qu'à l'organisation. Alors on n'est pas sur une folie nette, claire et précise, mais on est quand même sur des comportements effectivement qui peuvent créer de la folie. Parce que si pour lui ce n'est pas de la folie, ils peuvent évidemment, merci beaucoup pour ce timer, ils peuvent évidemment créer des comportements fous à côté. Alors quelques solutions préventives, la culture du respect, évidemment. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la notion de confiance, s'assurer qu'on est dans un climat de confiance, avec de l'authenticité, de la sincérité.
Notre liberté s'arrête quand celle des autres commence, évidemment, sur l'authenticité, mais c'est important de le questionner en organisation et de questionner ce cadre-là. Travailler aussi, évidemment, je vous l'ai dit, sur l'empathie, on va le voir sur l'intelligence émotionnelle juste après, et puis sur la structure et la logique. Sur la politique de la tolérance zéro, pour l'objectif zéro sale con, c'est vrai. N'acceptez pas, pour quelque raison que ce soit, d'avoir un sale con dans votre organisation. Parce qu'on aura toujours des bonnes raisons de se dire on va le garder, on va le transformer, on va le former. Le temps que vous passez à former les sales cons, c'est le temps que vous ne passez pas à accompagner ceux qui ont peut-être juste besoin d'être accompagnés en termes de compétences, mais qui sont alignés en termes de valeurs. Quelques éléments académiques, la communication ouverte, le leadership positif, les compétences sociales. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont à prendre en charge et à prendre en compte pour vous. Ça veut dire valoriser les comportements positifs, valoriser les victoires, valoriser les petites victoires, les bons comportements, valoriser tout ce qui va être autour des compétences sociales, et je me dépêche évidemment, des compétences sociales. Donc dans les sociales, on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence situationnelle, et on a également évidemment la communication. Et je vais très rapidement conclure, ouais, ça sur la prévention, je vous l'ai dit, si ça veut bien avancer. Très rapidement, je vais conclure sur quelques ouvrages. Si vous avez envie d'aller plus loin, les ouvrages qui sont présentés ici sont extrêmement intéressants. Je mets l'accent notamment sur le dernier, de Philippe Zimbardo, sur la manière dont on devient fou. Parce qu'à la rigueur, vous pouvez peut-être le repérer, les fous, et vous n'allez pas les recruter, mais on peut vraiment se transformer dans la folie. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure est un exemple que j'ai d'une superbe entreprise et réussite française avec laquelle je collabore depuis des années, dans l'univers du jeu vidéo, où on a pu avoir des dérives comportementales. Et c'est ça qui est assez fou dans les dérives comportementales, c'est que malgré le fait que les personnes ne soient plus dans l'organisation, les mauvais comportements sont toujours dans l'organisation. C'est-à-dire que les personnes sont parties, elles ont initié ces dérives, parfois de harcèlement, parfois de mauvais comportements, parfois de blagues un peu potaches, de tout ce qu'on veut, mais qui va venir en fait petit à petit apporter des dérives relationnelles dans l'organisation. Et finalement, par contagion mentale, on va totalement engrammer, c'est quasiment au niveau neuronal, engrammer ces comportements et finalement devenir les porteurs de comportements sur lesquels, évidemment, on n'aurait pas eu envie du tout d'accéder. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question pour toi, c'est est-ce qu'on n'est pas toujours le sale con de quelqu'un ? Bien sûr. On est le fou de quelqu'un, le sale con de quelqu'un, c'est les sujets qu'on avait abordés hier. Bien sûr qu'on est le sale con de quelqu'un. Après, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question des règles et du cadre de l'organisation. Et puis, de voir à partir du moment où on est dans les clous ou on n'est pas dans les clous. Et c'est ça qui sera tolérable, sans doute, et ça qui ne le sera pas. Mais on peut être un sale con dans une organisation et être un formidable acteur dans une autre parce que la culture n'est pas la même. Des questions. Allez, on commence pas trop loin parce que mon bras, vous savez, c'est plus ce que c'était. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous venez de dire qu'on est tous le sale con de quelqu'un. C'est pas faux. Mais in fine, comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que la toxicité, en fait, en cinq qualificatifs, et puis à l'inverse, un comportement qui ne serait pas toxique. Juste pour illustrer le propos, parce qu'on voit bien que là, il y a une frontière. Si vraiment on est tous le sale con de quelqu'un, c'est bien de comprendre ce que c'est. On est tous le sale con de quelqu'un avec humour, mais je crois qu'il y a vraiment, il faut pas dénaturer les choses. Il y a vraiment des comportements toxiques et des comportements qui sont non acceptables en organisation, quelle qu'elle soit. Encore une fois, il y a des cadres et des codes différents. L'univers de l'armée, l'univers de la distribution, l'univers de l'entertainment. Il y a à chaque fois. Il y a une culture qui est différente dans laquelle on doit s'intégrer. Ce qui est important, c'est de prendre en compte et de faire déjà le diagnostic des règles implicites et des règles explicites que vous avez dans votre organisation. Et c'est ce qui va vous permettre finalement déjà de faire le premier diagnostic de là où elle en est. Une organisation schizophrène, c'est une organisation dans laquelle on a beaucoup d'injonctions paradoxales.
dépêchez-vous, le client est roi, il faut absolument lui répondre dans les meilleurs délais. Ouais, mais en fait, dès qu'on veut faire un déj avec le client, il faut envoyer 12 mails à 12 personnes pour avoir 14 validations. Ouais, alors ça va pas être hyper simple d'être très réactif dans notre capacité à répondre au client et à l'inviter déjeuner, par exemple. Ça, c'est le premier travail à faire. C'est votre organisation, comment elle se situe. Et c'est ce qui vous permettra derrière de juger de la toxicité d'un comportement ou d'un autre. Injonction paradoxale. Par exemple, donc les injonctions paradoxales et les gens qui sont porteurs d'injonctions paradoxales. La toxicité, elle est vue aussi, je pense, sur tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, méprisant, condescendant, harcèlement, dévalorisation. Ce sont tous ces comportements-là. Je peux vous en donner une liste, et elle est dans l'ouvrage de toute façon de Robert Seton, mais il y a toute une liste qui vous permet un peu de cocher et de vous dire, OK, ça, il est dans les clous, il n'est pas dans les clous. Et puis après, je crois que c'est aussi... Il y a aussi une question en fait de ce que je vous disais tout à l'heure, de la confiance, d'authenticité, d'aller un peu creuser et d'aller un peu voir ce que les gens ont dans le ventre et la manière dont ils pensent et dont ils vivent. Et est-ce que avec des 360 par exemple qu'on peut faire en organisation de feedback, est-ce qu'on a une vision un peu plus précise, parce que les salcons se déguisent, les salcons se cachent, et donc c'est important de voir aussi à 360 comment cette notion de confiance et d'authenticité, elle est vraie et elle n'est pas déguisée. Oui, pardon. Il faut que vous passiez derrière, je vous en prie. Merci Mathilde. Moi, je vais inverser le problème. Est-ce que finalement, la société ne fabrique pas des salcons encore plus qu'avant? Je vais juste illustrer mon exemple. Il y a pas mal d'années de cela, j'ai une enfant qui faisait de la natation à haut niveau et on avait un père qui hurlait sur sa fille. Et dans un bassin, ça fait beaucoup de bruit. Donc à un moment donné, je me suis levé et j'ai crié tout fort, tu vas pas la fermer ta grande gueule. Et tout le monde m'a applaudi. Mais mes enfants, mon épouse m'ont regardé un peu de travers. Et finalement, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on n'a plus le droit d'exprimer clairement, si vous voulez, ou de mettre en face la notion de salcon aux gens. C'est-à-dire que ça se retourne contre celui qui le dit. Et d'où ma question, est-ce qu'on n'est pas dans une société qui a tendance à favoriser et du coup à mettre en avant, de manière volontaire ou involontaire, le salcon? Je sais pas si elle a tendance à favoriser, puis je vois pas forcément le lien avec ton exemple, si tu aurais pu passer pour un salcon et au final tu as été celui qui a fait en sorte que le salcon se taise. Oui, mais on en devient un soi-même. C'est-à-dire que globalement, je renvoie à un bouquin qui est mon livre de chevet, qui est La fabrique de l'homme pervers, et où dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que plus on reproche la perversion, plus elle est là. Parce qu'en fait, on ne fait rien pour la stopper en la montrant du doigt. J'ai plus l'impression qu'on l'exacerbe, mais... Alors, en la montrant du doigt, non, pas forcément. Effectivement, ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick. L'objectif, c'est plutôt de regarder les quelques exemples là, qu'on a vus et qu'on peut évidemment approfondir beaucoup plus sur créer la bonne culture, développer l'intelligence émotionnelle, travailler sur l'empathie, travailler sur l'authenticité. Il y a plein de choses à faire en organisation. Un, pour les repérer, éventuellement. Deux, pour créer une organisation qui permette l'accueil, dans une espèce d'écologie, l'accueil des bonnes personnes et « Ah, tiens, le salcon, il aura peut-être moins envie de venir chez nous ». Et puis, dans certains cas, réussir à trouver des solutions pour soit sortir les salcons, soit éviter les dérives, parce que je pense qu'on n'est pas un salcon de manière intrinsèque forcément. C'est des choses qui viennent se transformer, c'est nos insécurités, c'est les insécurités aussi de ces personnes-là dans l'organisation. Après... Dans ce que tu dis là aussi, c'est que ce que j'entends, c'est que on est dans une culture et dans une société où l'extraordinaire devient l'ordinaire. C'est-à-dire on est dans une starification, les entreprises sont forcément des cartons, il y a un côté très... c'est l'extraordinaire qui devrait devenir la norme. Et donc parfois, je crois que ça vient aussi légitimer, c'est peut-être ça, moi ce que j'entends aussi dans la compétition de natation, et peut-être ce parent-là, c'est que ça vient donner des comportements un peu en dérive. Ça me rappelle les raisins de la colère, où on dit mais comment voulez-vous que des gens ordinaires arrivent à s'en sortir dans des conditions extraordinaires?
Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on devient des sales cons et des fous. Peut-être, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était très intéressant. Rapidement, du coup, sur le sale con, et notamment sur l'exemple que vous avez cité avec la personne qui avait visiblement un mauvais fond, est-ce qu'on peut guérir ces gens-là ou est-ce qu'on peut les éveiller et vraiment avoir un impact sur ces sales cons, entre guillemets? Et dans l'exemple, est-ce que finalement ça a mieux fonctionné que la simulation? J'aime bien votre terme d'éveiller. C'est un peu la grotte. Mais on peut. Après, c'est une vocation d'éveiller. Mais je ne sais pas si on peut transformer profondément les choses après les gens. Mais après, je pense que d'être dans une prise de conscience, d'aider à la prise de conscience, parce que vous vous en doutez bien, dans l'exemple que je vous ai donné du média training, j'ai débriefé, puisqu'on filme, on enregistre, on visionne, et la personne, elle se voit et elle prend conscience de son image. Ce sont aussi dans ces moments-là où on peut se dire waouh, je suis vraiment un gros con, quoi. C'est nul ce que j'ai fait là. Donc le tout est de le faire avec un peu de délicatesse pour que la personne elle s'en rende compte et qu'elle ait envie derrière de se transformer et de changer. Est-ce que ça va du tout au tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont essayé pendant des années d'accompagner des gros cons et ils n'y sont pas arrivés? Ouais, c'est vrai aussi. Donc je crois que c'est une mesure à faire aussi en amont du degré de sale con de la personne. Merci. Merci pour vos questions. Une petite frustration, c'est toujours bon parce que la bonne nouvelle. Merci Mathilde, s'il vous plaît. Bravo.